La police militaire a donc ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès d'Ariel Meir-Teman, mais ça semble donc être un suicide. Nous sommes en ligne avec le commandant Rabin Shragan Dahan. Vous êtes aumônier de Tsahal. Merci d'être avec nous. Alors vous connaissiez Ariel, vous étiez dans la même unité, l'unité donc d'identification des cadavres. Est-ce qu'il vous a parlé peut-être de son mal-être, de ses traumatismes? Alors, on n'avait pas l'occasion de parler sur cela, mais, le, le traumatisme que les gens qui étaient là-bas ont vécu, c'est un traumatisme qui est très, très, très important. Et on a des fois l'impression que les gens ne comprennent pas qu'il s'agit d'un groupe de personnes qui ont sacrifié leur âme et leur corps pour pouvoir amener et identifier leurs frères et sœurs et les amener en Kever Israël pour pouvoir les enterrer comme il faut. Et il y a des séquelles que les gens ils prennent sur eux et on n'est pas sûr que les gens ont compris de quoi il s'agit. Alors justement, vous le disiez, vous vous occupez d'identifier les cadavres. C'est un rôle qui est extrêmement lourd. Est-ce que les gens comme vous, comme Ariel, est-ce que vous avez un soutien psychologique particulier ou pas du tout? Alors, on doit déjà savoir qu'on est rentré dans un événement qui est un événement unique dans l'histoire du peuple d'Israël, surtout dans l'État d'Israël. Je crois que peut-être l'histoire qui était si importante sur ce sujet-là, peut-être c'était à la Shoah. C'est-à-dire, on est arrivé là-bas, on a fait déjà des choses comme ça, mais pas avec cette grandeur, avec cette précision, avec les quantités de personnes qu'on s'est occupé. Et là, et aussi l'aide, le soutien psychologique, je crois que même l'armée n'a pas compris tout de suite à quelle grandeur et comment ils devaient vraiment se préparer pour donner vraiment un bon soutien. On doit aussi savoir que au début, les 2 premiers mois, surtout après le 7 octobre, on a travaillé très, très, très dur. Il y a des gens qui ont continué à ils avaient des autres missions. Il y avait encore des soldats qui sont tombés à Gaza. Il s'agit d'un travail qui est très, très intensif. Des fois, il y a un soldat qui tombe en 24 heures. On doit rentrer dans Gaza, pouvoir trouver tous les détails, le ramener, identifier, faire des tas de procédures médicales et pratiques et rabbiniques et pouvoir l'enterrer. Et il n'y a pas beaucoup de temps pour respirer, pour analyser ou pour vraiment avoir du soutien. Quelqu'un qui veut aujourd'hui trouver un soutien, il doit trouver surtout le soutien en dehors de l'armée. Il doit chercher seul un psychologue, il doit chercher seul des gens qui vont l'aider. Et des fois, les gens, ils ont honte de dire qu'ils ont un problème. Alors, comme on a entendu la femme de Ariel, de notre ami Ariel, les gens, ils ne parlent pas parce que des fois, ils ont la honte de dire qu'ils ont une certaine difficulté. Et là, le maître, on appelle les gens, et c'est un appel en fait, aux gens qui connaissent des gens qui ont travaillé dans ces endroits-là. Vraiment un endroit qui est très, très, très dur, qui est très intensif. Les gens qui étaient là-bas, ils ont vraiment consacré leur vie pour le peuple d'Israël. Un petit sourire, un petit enlacement, ça peut changer tout. Alors au début de la guerre, il y avait des cellules psychologiques qui ont été mises en place, même sur le terrain à Gaza pour encadrer les soldats. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant? Bon, je ne suis pas psychologue, je suis rabbin. Mais on connaît le poste de rabbin, il est pas mal proche des métiers de psychologue, parce qu'on voit les gens, on le voit sur un long terme. Et on peut dire que s'il y avait un bon soutien tout de suite après, ça peut vraiment soulager et ça peut donner une bonne espoir pour l'avenir. Mais s'il n'y avait pas un bon soutien, c'est très très compliqué à mon avis. Ces petits soutiens que vous avez parlé, je ne suis pas sûr que ça peut être une bonne solution et la seule solution. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus en continu. Mais comment on peut faire pour détecter des soldats, des personnes en choc post-traumatique si eux-mêmes ne parlent pas? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs peut-être? Alors c'est exactement ça notre appel. Et à notre avis, tous ceux qui s'occupent de ça, on veut dire qu'en fait ce cas-là, de tous ces milliers de personnes, il s'agit de centaines de personnes qui sont occupées.
Et ils étaient pas préparés mentalement à ça. Chaque personne qui était là-bas, même s'il a des signes ou il n'a pas de signes, à mon avis, doit être enveloppé, doit recevoir de l'aide, même s'il ne demande pas. Parce que si on va attendre que les gens demandent ou qu'ils lèvent leur drapeau rouge, qu'ils n'en peuvent plus, à mon avis, ça va être trop tard. Et on a vu cette semaine comment c'était vraiment trop tard. Et vraiment quelqu'un de merveilleux, qui a vraiment sacrifié sa vie pour le peuple. Est-ce que selon vous, justement, à la sortie de cette unité où vous, on le rappelle, vous identifiez des cadavres, donc c'est extrêmement lourd comme mission, est-ce que finalement, eh bien, soutien psychologique ou peut-être une thérapie à la fin de votre période de réserve, est-ce que ça pourrait être mis en place, ça pourrait être obligatoire? D'abord, ça doit être obligatoire. Et il y avait des sections, il y avait des missions que j'ai faites qui étaient vraiment dures, vraiment, vraiment compliquées. Et moi, j'ai obligé mes soldats à être dans ces séries de traitements pour les soulager. Parce que vraiment, c'est quelque chose que c'est pas qu'ils peuvent arriver à la maison et parler avec leur famille. C'est des choses qui sont compliquées, qui sont dures et aussi ils sont secrets. Il y a le secret médical, le secret professionnel. On n'a pas envie de décrire qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, sur qui on a vu. Et c'est pour ça que vraiment, oui, vous avez raison, on doit les obliger à participer dans ces petites séries de soins psychologiques, de thérapie. Psychologique, excusez-moi, ouais. Parce que même la famille d'Ariel l'a dit hier, eux-mêmes n'ont pas su voir la détresse d'Ariel et le traumatisme qu'il ressentait. Et d'abord, oui, j'arrive complètement à les comprendre. J'ai parlé il y a 2 semaines avec quelqu'un qui a passé la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour. Et il m'a dit, après cela, j'étais pendant 2 ans, j'avais plus de vie. Et à l'époque, les gens ils connaissaient pas ce notion de traumatisme ou de post-traumatisme ou de stress post-traumatisme. Et aujourd'hui, quand on est beaucoup plus conscient, on est obligé de vraiment de tendre la main et d'envelopper ces gens-là. Et le ministère de la Défense est obligé de changer la façon comment ils agissent à ce challenge qui s'évoque dans nos jours. Et on espère et on prie très fort que ce soit le dernier victime, parce que vraiment, c'est une histoire très, très triste et très douloureuse. On l'espère, et ce sera peut-être aussi les leçons que Tsahal tirera du 7 octobre 2023, peut-être mettre donc des thérapies et des aides psychologiques obligatoires donc à tous les soldats israéliens et en particulier ceux de votre unité d'identification des cadavres. Merci beaucoup, commandant rabbin Shraga Dayan, d'avoir été avec nous, aumônier donc de l'armée israélienne. Merci à vous aussi.